Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 10. Au secours de Jade et d'Iridris. Palav et Lomélie étaient arrivés à l'entrée d'une immense salle faite entièrement de pierres blanches. Le plafond, haut d'une bonne dizaine de mètres, était voûté et orné de motifs étoilés. De larges colonnes de marbre bordaient un passage central menant à un autel noir derrière lequel se trouvait une statue tout aussi immaculée que le reste de l'endroit. Elle représentait une femme assise en tailleur, les bras écartés, la main droite enflammée et la main gauche tenant une étoile stylisée entre le pouce et l'index. Nous y sommes. Ça doit être le lieu de culte principal, supposa Lomélie. Ne restons pas devant l'entrée. Glissons-nous derrière ces colonnes, proposa Palav. Alors qu'Elibaume marchait vers le fond de la salle, totalement ignorant de la présence des deux Silians, ces derniers se faufilèrent en silence derrière lui. À gauche de l'autel, plusieurs objets étaient installés sur une petite table noire. Elibaume s'y dirigea et s'empara d'une bouteille pleine d'un liquide ambré ainsi qu'un verre, et les posa tous deux sur l'autel. Venant de l'escalier, de nombreux bruits de pas se firent entendre et Elibaume se retourna avec une lenteur exagérée et théâtrale, comme s'il se prenait pour un acteur sur scène en train de jouer devant une foule d'admirateurs ébahis par sa performance. Il fit face aux nouveaux arrivés en adoptant un air hautain et sûr de lui. « Regarde ses yeux !» s'exclama Lomélie à travers le Nahal. Palav, qui observait les hommes entrer dans la salle, reporta son attention sur Elibaume. « Je n'ai jamais vu des yeux comme ça », affirma-t-il surpris. Le contour de l'iris se constituait d'un bleu soutenu, tandis que son centre possédait un étrange bleu très pâle, presque blanc, ce qui faisait d'autant plus ressortir le noir de la pupille. Quant au reste de son visage, il était d'une grande beauté avec des traits fins et délicats. Ses cheveux bouclés, parfaitement bien coiffés, tombaient en cascade sur ses épaules. Il correspond à la description que nous avons trouvée d'Elibaume Lasdad dans les archives de la Confédération, expliqua Dvalim. Sauf pour ses yeux. Enfant, il les avait entièrement bleu marine. Palav et Lomélie reportèrent leur attention sur les hommes qui venaient d'entrer. Le lieutenant Netona se situait en tête dans son habituelle armure bleue et il était suivi de deux gardes qui portaient chacun sur l'épaule un corps immobile. Jade et Iridris. Ce sont eux, s'exclama Palav dans le Nahal, en reconnaissant aussitôt les deux silhouettes. Au moins nous savons où ils se trouvent, affirma Dvalim avec une légère pointe de soulagement. Sont-ils vivants ? Les deux Silians scannèrent le groupe qui passa à seulement 3 mètres d'eux. Je détecte des signes de vie chez eux. Ils semblent simplement inconscients, signala Palav. Tant mieux, dit Dvalim. Il va à présent falloir chercher une porte de sortie pour eux. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Le mieux serait qu'ils se réveillent, ainsi ils pourraient se téléporter eux-mêmes. Bien sûr, soupira Dvalim. Déposez-les ici, ordonna Elibaume en montrant le sol devant l'autel. Les deux soldats laissèrent glisser les corps de Jade et d'Iridris de leur épaule et les jetèrent par terre sans ménagement. Bien, dit Elibaume en regardant avec satisfaction les deux prisonniers inconscients. Je vais m'occuper d'eux personnellement. Il se retourna vers son lieutenant et prit un air dédaigneux. Vous pouvez disposer Netona. Je n'ai plus besoin de vos services. Le lieutenant salua son seigneur et s'éloigna d'un pas rapide, comme s'il se trouvait bien heureux de quitter les lieux. Vous deux, dit Elibaume en pointant les gardes du doigt. Vous restez ici. Si les prisonniers montrent quelque velléité, tuez-les sans hésiter. Ils acquiescèrent silencieusement et se postèrent de part et d'autre de l'autel. Quant à vous, murmura leur chef en observant ces deux captifs inconscients, je vais enfin savoir pour qui vous travaillez. Ilan, connecté au Nahal, regardait la scène par les yeux de Palav et de Lomélie. Il était allongé sur un transat, et savourait quelques instants de calme dans le jardin du Vinestan en attendant la suite des événements. Lorsque Nadioska entra dans la serre, il en profita pour lui raconter les dernières nouvelles. Hésitante, elle ne savait pas trop si elle devait les trouver bonnes ou mauvaises. Probablement un peu des deux, car après tout Jade était vivant, mais aux mains de l'ordre. Nous y allons, affirma-t-elle après quelques secondes de réflexion. Nous allons, où ? Demanda Ilan en fronçant les sourcils, inquiet par avance de la réponse de la jeune femme. Là-bas, sur Anoralk, nous allons récupérer Jade et Iridris. C'est de la folie.
La planète se trouve entièrement protégée par l'APC. Ils patrouillent dans leur navette et possèdent des centaines de capteurs d'intrusion. On ne pourra jamais passer au travers sans qu'ils nous remarquent. Oh, ça, c'est évident, rétorqua Nadioska. Mais on ne les abandonne pas, insista-t-elle sur un ton sec. Ils sont inconscients, ils ont besoin d'aide, donc on y va. Je vous rappelle que 2 de nos fantômes se situent sur place, reprit Ilan en espérant encore qu'elle change d'avis. Oui, mais Jade et Iridris sont inconscients. Comment vont-ils faire pour quitter la planète? Ils ne le resteront pas éternellement, et Palav et Lomélie peuvent. Je vais dans le cockpit. Coupa-t-elle brusquement. Elle franchit la porte sas d'un pas décidé, tandis qu'Ilan résigné se levait de sa chaise longue pour la suivre. J'imagine que vous avez pris votre décision? Que rien de tout ce que je pourrais dire ne vous fera changer d'avis, demanda-t-il pour confirmer ce qu'il savait déjà. Exact, répondit Nadioska. Je crois qu'elle est aussi têtue que Jade, constata Lomélie. Qui se ressemble s'assemble, soupira Ilan. Dans le palais, Palav et Lomélie restaient cachés derrière les hautes colonnes de marbre dans la salle souterraine du culte. Ils observaient Elibaume qui remplissait un verre avec la fameuse liqueur hallucinogène, que Djali avait testée malgré lui. Nous avons besoin d'un plan, dit Palav. Puisque Nadioska se propose de nous servir de chauffeur, nous devons coordonner nos actions avec elle. Quand pense-t-elle arriver ici? Combien de temps nous faut-il pour atteindre le palais? Demanda Ilan à voix haute, relayant ainsi la question qu'avait posée Palav par l'intermédiaire du Nahal. Environ une demi-heure, répondit Nadioska après avoir regardé les différents écrans de contrôle autour d'elle. Ce qui signifie que nous devons nous trouver dehors avec Jade et Iridris au plus tard dans une demi-heure, affirma Palav. Lomélie acquiesça d'un signe de tête. Approchons-nous discrètement, proposa-t-il. La première chose à faire est de se débarrasser des gardes. Ça m'étonnerait que ce seigneur maniéré soit capable de se battre. En plus, il ne possède aucune arme sur lui. De toute façon, il ne doit pas s'attendre à une attaque au sein même de son fief. Palav et Lomélie entamèrent une progression lente et discrète afin de s'approcher en se servant des colonnes pour se cacher. Pendant ce temps, Elibaume s'était accroupi à côté de Jade, toujours inconscient. Il lui fit avaler quelques gouttes de la liqueur ambrée, et le regarda ensuite pendant plusieurs secondes d'un air particulièrement satisfait. Il se leva et alla déposer le verre vide sur l'autel. « Réveillez-le » ordonna-t-il à l'attention d'un garde en pointant Jade du doigt. L'homme s'approcha du prisonnier, et lui décocha quelques violents coups de pied dans les côtes. Devant cette scène, Palav et Lomélie se raidirent, ainsi que tous les Silians connectés au Nahal. Jade se mit à gémir, et le garde s'arrêta, estimant qu'il avait accompli la mission qu'on lui avait donnée. Le Silian ouvrit lentement les yeux. Il essaya de bouger, mais émit aussitôt un sourd grognement en posant instinctivement une main sur la source de la douleur. Elibaume s'approcha de lui, un sourire menaçant sur le visage. « Bonjour et bienvenue dans mon humble palais », dit-il sur un ton faussement courtois. « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur » Jade se releva suffisamment pour pouvoir s'asseoir. De nouveau, il grimaça en sentant l'élancement dans son torse. Il leva les yeux vers Elibaume qui se tenait devant lui et le regarda sans ciller. « Et moi, puis-je savoir à qui j'ai l'honneur » demanda-t-il avec un air de défi. « Ah, je vois, » dit Elibaume en ricanant. « Nous avons affaire à une forte tête. » « Oui, mon père raconte aussi ça tout le temps. Vous devriez le rencontrer. Je suis persuadé que vous pourriez avoir tous les deux une discussion à ce sujet. » Le sourire d'Elibaume s'effaça brusquement. Il se figea devant le Silian et le regarda de la tête aux pieds en plissant les yeux comme pour l'évaluer. Jade profita de cette pause, pour réunir assez de concentration pour se connecter au Nahal. Il ne se sentait pas au meilleur de sa forme, mais il fallait qu'il prévienne ses compatriotes. « Nous sommes ici. Nous allons t'aider », dit Palav en remarquant l'esprit de Jade émerger avec difficulté dans le Nahal. Il enchaîna en lui faisant mentalement un bref résumé de la situation. « Je n'ai pas le temps de jouer avec vous, » reprit Elibaume d'une voix forte. « Qui êtes-vous » ? « Je n'ai pas l'intention de vous le dire, » répondit Jade d'un ton neutre. « Regardez derrière vous, » dit Elibaume de nouveau redevenu étrangement calme.
Jade fronça les sourcils et se retourna lentement en continuant à se tenir les côtes. « Vous voyez cette bouteille ?» demanda Elibaume. Jade observa l'objet en question, et reconnut le liquide ambré qu'elle contenait. « Il s'agit d'une drogue très puissante », poursuivit Elibaume. « Nous sommes les seuls à en fabriquer, et il se trouve que je vous en ai fait boire. Dans quelques minutes, vous allez tout me dire. » « Je ne pense pas, » répondit Jade sans se départir de son calme. « Vraiment ?» s'exclama Elibaume. Jade vit que les mains de l'homme commençaient à trembler sous une colère qu'il n'arrivait pas à contenir. « Je crois qu'il a quelques petits problèmes, » affirma Jade dans le Nahal. « Il ne semble pas capable de contrôler ses émotions. »« Il n'est pas le seul à avoir des problèmes, » répliqua Ilan. « Ta situation n'est pas brillante. J'ai connu pire. » « Vraiment ? Pas sûr. Au fait, il faut que tu saches que Nad s'est mise en tête de venir te délivrer. Nous sommes en route et je n'arrive pas à la raisonner. » Malgré sa douleur et la gravité de la situation, Jade ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Elibaume, stupéfait, le regarda avec incrédulité. « Qu'est-ce qui vous amuse ?» demanda-t-il. « Oh, rien. Juste un truc qui me passait à l'esprit, » répondit le jeune homme en essayant de prendre sur lui. « Vous trouvez votre condition plaisante ?» continua Elibaume d'une voix soudainement mielleuse. « Dites-moi à quoi pensez-vous en ce moment ? Je pense que vous avez de sérieux problèmes et qu'il vous faudrait un bon médecin, pour la tête, » ajouta-t-il en pointant un index contre sa tempe. Elibaume se raidit brusquement, tout son corps tremblant de fureur. L'iris de ses yeux sembla devenir encore plus blanc, et s'il en avait été capable, il aurait foudroyé Jade de son regard comme l'aurait fait la déesse elle-même. « Tuez-le » hurla-t-il à l'attention des deux surveillants. Ce fut le moment que Palav et Lomélie choisirent pour entrer en scène. Alors que les gardes prenaient leurs armes à leur ceinture, les deux Silians bondirent de leur cachette, et se jetèrent sur eux avant qu'ils n'aient eu le temps de tirer. Elibaume recula d'un pas en écarquillant les yeux, surpris par cet événement imprévu. Tandis que ses deux amis combattaient, Jade réunit toutes ses forces pour se lever à son tour. Il asséna un coup de poing féroce à Elibaume qui, sous le choc, fut projeté en arrière, et chuta en se cognant le front contre les marches qui menaient à l'autel. Le souffle coupé par la douleur qui émanait de son torse, Jade tomba à genoux, et pressa ses bras contre ses côtes, en se mordant les lèvres pour éviter de crier. Elibaume se trouvait au sol, à moins d'1 mètre de lui, et ne se relevait pas. Palav, qui avait assommé son garde, se précipita vers son compatriote. Il posa une main sur son front pour évaluer son état physique. « Tu as 2 côtes cassées, et la drogue commence à faire son effet », affirma Palav en utilisant le Nahal. « Je ne me sens plus capable de rester connecté », répondit faiblement Jade. « Dans ta condition, tu ne peux pas te téléporter et Iridris est toujours inconsciente, » expliqua Palav à haute voix cette fois-ci. Lomélie avait assommé l'autre garde et s'était approchée d'Iridris. « Sortons du palais », reprit Palav à voix haute remarquant que Jade s'était déconnectée du Nahal. « Nadioska devrait arriver dans quelques minutes. Je vais t'aider à marcher et Lomélie portera Iridris. » Jade fit un vague signe de tête. À présent, il se sentait entouré d'un brouillard cotonneux très désagréable. Par contre, il y avait un bon côté de la chose, la drogue calmait en partie la douleur qu'il ressentait dans la poitrine. Palav lui prit le bras et le passa par-dessus ses épaules. Tenant ainsi son ami, il commença à marcher vers la sortie. Ils n'avaient fait que quelques pas lorsqu'ils entendirent un étrange bruit de glissement derrière eux. Pensant que les gardes ou Elibaume s'étaient relevés, ils se retournèrent et se préparèrent à combattre de nouveau. Mais les 3 hommes se situaient toujours au sol. Au lieu de cela, ils la virent, elle. « La déesse » murmura Jade d'une voix pâteuse. « Là. Je la vois. » « Nous aussi » répondit Palav en devenant brusquement blanc comme un linge. La statue avait bougé. Elle se trouvait debout et les observait de ses yeux laiteux. « Impossible » s'exclama Lomélie et sa réflexion fut reprise en chœur par tous les Silians connectés. Maintenant elle souriait, dévoilant une série terrifiante de dents pointues. Sa tête allait de droite à gauche, scrutant avec intérêt les 4 Silians devant elle. Fascinés, pendant plusieurs secondes, aucun d'eux ne bougea et ils se contentèrent de fixer la statue avec stupéfaction. « Non, impossible » répéta Lomélie,
en secouant machinalement la tête pour essayer de retrouver ses esprits. Refusant de croire à ce qu'il voyait, il décida de la scanner. « Non, ne fais pas cela », lui crièrent plusieurs Silians. « Qui sait ce qu'elle peut te faire si tu la scannes ?» Mais l'homélie ne les écouta pas et observa mentalement la statue sous tous ses angles. Ce qu'il découvrit créa chez lui une irrésistible envie de rire. « Nous sommes stupides », s'exclama-t-il. « Il s'agit d'un mécanisme. Cette statue est un automate. Elle était programmée pour se mettre à bouger. Elibaume a dû déclencher une sorte de minuteur. Ils ont sûrement dû accomplir la même chose avec Djali pour lui faire croire que leur déesse était réelle. »« Partons, » dit Palave. « Même si je sais maintenant que ce n'est qu'un robot, elle me fiche quand même la chair de poule. » Ils quittèrent la salle le plus rapidement qu'ils purent, compte tenu du fait que Jade pouvait à peine se déplacer, et que l'homélie portait Iridris sur ses épaules. Avec difficulté, ils grimpèrent les marches de l'escalier en colimaçon, Palave scannant l'espace devant eux et l'homélie conservant un contact permanent avec Ilan. Nadioska se situe dans l'orbite de la planète, signala-t-il alors qu'ils faisaient une pause dans leur progression. Dépêchons-nous, dit Palave. Nous devons vite trouver une sortie. Nadioska ne pourra pas feinter les navettes de l'APC pendant bien longtemps. Si jamais, elle y arrive d'ailleurs, renchérit sombrement l'homélie. Nadioska gagnait effectivement la haute atmosphère dans Noralk, les moteurs poussés à fond, bien décidés à passer le barrage de l'APC coûte que coûte. Ça va secouer, dit-elle à l'attention d'Ilan qui se contenta de répondre par un froncement de sourcils désapprobateur. Cargo en approche, veuillez ralentir, lui ordonna un agent de l'APC à bord d'une des navettes. Elle ne daigna même pas discuter, et fonça vers la planète en prenant la direction du palais. Ilan lui lança un regard inquiet tout en s'accrochant machinalement aux accoudoirs de son siège. « Cargo, vous venez de pénétrer dans cet espace protégé de façon illégale », lui signala l'agent avec dans la voix autant de colère que de surprise. « Veuillez arrêter vos moteurs immédiatement ou nous tirons à vue. » Oui, oui, marmonna Nadioska entre ses dents. Cause toujours. Constatant le refus évident d'obéir, la navette de l'APC les prit en chasse. Ils ont mis du temps à réagir, constata-t-elle étonnée. Un peu normal, ironisa Ilan. Ils ne doivent pas avoir l'habitude qu'un fou furieux traverse illégalement, et à pleine vitesse leur espace aérien. Nadioska concentrée sur son pilotage ne répondit rien. J'espère que vous vous situez près de la sortie du palais, dit Ilan dans le Nahal. Parce que nous serons là dans très peu de temps, si on ne se fait pas descendre avant. Nous avons des soucis ici, signala Palave. Ils avaient péniblement parcouru quelques couloirs, puis avaient fini par tomber sur plusieurs miliciens de l'ordre qui réalisaient une ronde. Ils étaient à présent coincés, à quelques mètres seulement de la porte qui menait vers le parc. Nous allons avoir du mal à sortir, continua Palave. Des gardes nous tirent dessus. Jade se trouve sous l'emprise de la drogue, et Iridris ne s'est toujours pas réveillé. Ici aussi, on nous tire dessus, répondit Ilan en remarquant quelques rayons d'énergie frôler le cargo. Une autre navette était venue en renfort de la première, et toutes deux défouraillaient allègrement. Nadioska, grâce à ses brusques changements de direction, réussissait à éviter les tirs. À présent, de là où il se situait, il pouvait voir le palais et son jardin qui se rapprochaient très rapidement. « Avez-vous l'intention de ralentir ?» s'inquiéta Ilan. « Ne paniquez pas, » répliqua Nadioska. « Oh, je ne panique pas. Je demande, c'est tout, dit-il en se crispant encore plus sur ses accoudoirs. Elle ne décéléra qu'à quelques mètres du sol, et le cargo percuta violemment le gazon du parc, glissant sur plusieurs centaines de mètres avant qu'un arbre ne l'arrête complètement, projetant les deux occupants contre la vitre du cockpit. Les deux navettes de l'APC passèrent au-dessus de leur tête et effectuèrent un large demi-tour. Il faut les récupérer avant le retour de l'APC, affirma Nadioska en bondissant de son siège. Attendez, Palave et l'homélie sont bloqués dans un couloir. Des gardes leur tirent dessus, et nous n'avons pas d'armes. Pas grave, on va faire diversion. Indiquez-moi où ils se situent. Ilan soupira et décida de ne plus protester. En courant, ils pénétrèrent dans le palais par l'entrée principale. Sur leur gauche, ils virent deux miliciens de l'ordre postés devant l'encadrement d'une porte. Ils concentraient leurs tirs vers le fond du passage.
Lorsque les gardes entendirent la porte d'entrée s'ouvrir derrière eux, leur première pensée fut que des renforts arrivaient pour les aider. Mais en se retournant, ils constatèrent avec surprise que les renforts en question n'étaient pas du tout ceux qu'ils espéraient. Avec une rapidité étonnante, Ilan se précipita sur l'un des miliciens. D'un coup de pied, il le désarma, puis l'assomma dans la foulée, sans que son opposant n'ait eu le temps de réagir. Suivant son exemple, Nadioska se jeta sur l'autre garde, à la différence près qu'elle était beaucoup moins vive qu'Incilian. Le moment de surprise passé, l'homme répliqua, et visa la jeune femme qui se précipitait sur lui. Le tir d'énergie partit avant qu'Ilan ait pu faire quoi que ce soit, et frappa Nadioska en pleine poitrine. Dans une sorte d'étrange ralenti, elle fut projetée en arrière, et s'effondra au sol, le corps transpercé de part en part. Le garde se tourna alors vers Ilan, mais ce dernier réagit avec la rapidité naturelle des Silians. Il désarma et assomma l'homme comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité pour lui. Il se précipita ensuite vers Nadioska, étendue par terre totalement inerte, sa chevelure rousse cachant une partie de son visage. Au bout du couloir, les autres Silians, sachant que maintenant la voie se trouvait libre, arrivaient à leur tour. « Est-elle vivante » demanda l'homélie sans dissimuler son inquiétude. Ilan s'était accroupi à côté de Nadioska et une main posée sur son front, il scannait son état physique. Lorsqu'il leva les yeux vers ses amis, l'expression de son visage parlait pour lui. Il secoua la tête négativement, et se releva avec lenteur. Le tir du garde avait directement touché le cœur de la jeune femme, et aucun médecin silian n'aurait pu faire quoi que ce soit pour la sauver. Ilan sentit sa gorge se serrer. Les choses n'auraient jamais dû se dérouler de cette façon, et quelque part, il en éprouvait de la culpabilité. Il aurait dû essayer de la raisonner quand il en avait eu l'occasion. Il aurait dû l'empêcher de venir sur Anoralk. C'était de la folie et il le savait très bien. Pourquoi l'avait-il laissé faire ? Nous devons partir, affirma-t-il en s'obligeant à se concentrer sur leur situation présente. Nous ne sommes pas sortis d'affaires. Et elle ? Allons-nous l'abandonner ici ? Demanda l'homélie, le cœur serré. Elle est morte, répondit Ilan en réprimant une soudaine montée d'émotion. Il ne sert à rien de la prendre avec nous. Venez. Pour donner l'exemple, il sortit, et se força à ne pas jeter de coup d'œil en arrière. Les autres Silians finirent par le suivre, mais ils étaient tous aussi abattus que s'ils avaient perdu un des leurs. À travers le Nahal, un sentiment entre le chagrin et l'incompréhension apparut. Impossible, il s'agit de notre Céliane. Comment réagit Jade ? Jade ne se rend compte de rien, répondit Palave. Il est complètement drogué. Tant mieux, fit Dvalim. J'ignore ce qu'il aurait pu faire s'il avait été en état. Sûrement rien de bon. Dehors, les navettes de l'APC, voyant que le cargo se trouvait au sol sans bouger, atterrissaient à leur tour dans le parc. Vite, dépêchez-vous avant que nous ayons l'APC sur le dos, ordonna Ilan, profitant de la situation pour focaliser ses pensées sur autre chose que sur la perte de Nadioska. Ils parcoururent la dizaine de mètres qui les séparaient du vaisseau et y pénétrèrent alors que les agents débarquaient, armes au poing. Avant que le sas ne se referme, l'homélie vit la porte du palais s'ouvrir, et Elibaume sortir sur le perron. Quelques secondes plus tard, ils décollaient. Elibaume les regarda s'envoler, blanc comme un linge et bouillant de rage. Un filet de sang coulait de son front meurtri par sa chute sur les escaliers, et commençait à tacher le col de sa veste. Il jeta un coup d'œil aux agents de l'APC qui venaient tout juste de se rendre compte que le cargo quittait le sol. Alors qu'ils repartaient en courant vers leur navette dans le but de décoller à leur tour, Elibaume pressa si fort ses poings sous la colère qu'il s'ouvrit les paumes avec ses ongles. Sont-ils nés crétins, ou bien le font-ils exprès, pensa-t-il en serrant les dents. Il revint vers l'intérieur du palais, et observa le corps qui se trouvait au sol. Il s'agissait d'une femme, allongée sur le dos, et dont les cheveux roux cachaient une partie de sa figure. Elibaume se pencha et dégagea quelques mèches d'un geste sec, puis il la prit par le menton pour mieux l'examiner. Des taches de rousseur parsemaient ses joues, et son visage était d'une douceur presque enfantine. Quelque chose se déchira alors dans l'esprit d'Elibaume. Il ferma les yeux et sentit son cœur se serrer. Un rire cristallin remonta de son passé, et contre ses paupières closes, le fantôme de sa cousine apparut. Elle était toujours souriante, heureuse, vivante.
Il pouvait la voir danser, courir, s'amuser. Comme un film dont il ne pouvait pas contrôler les images, ce fameux jour, celui qui l'avait privé à tout jamais de sa famille, ressurgit. Il revit sa cousine prisonnière des gardes, sa course avec elle dans les couloirs du palais, il entendait de nouveau le corps sans vie de sa mère heurter le sol du salon, puis les clapotis que faisait chacun de ses pas dans le passage secret. Enfin, il y avait eu la déesse. Il se rappelait encore de la douleur, cette douleur qui avait duré des heures et qui l'avait laissé aveugle pendant plusieurs jours. Quand il avait retrouvé la vue, il s'était levé et avait marché sans but précis. Il ne sut au bout de combien de temps, il tomba par hasard sur la maison d'Azadel. Il ne se souvenait pas d'Azadel, mais Azadel se souvenait de lui. Il faisait partie du culte, mais avait échappé à la condamnation de la Confédération à cause de son grand âge. Il vivait seul dans une cabane perdue dans les bois. C'est en allant en ville qu'il avait appris la terrible nouvelle, les Lasdad rouges étaient tous morts. Tout le monde ne parlait que de ça. Ces ignorants, qui n'avaient jamais appartenu au culte, s'en réjouissaient, et Azadel serrait les dents pour s'empêcher de les insulter. En revenant chez lui, il avait découvert le fils des Lasdad au pas de sa porte, vivant. Azadel avait su que la déesse était intervenue. Il avait recueilli le jeune Elibaume et l'avait soigné. Il n'avait pas été étonné de constater que les yeux du garçon avaient changé. Le centre de l'iris était à présent si décoloré qu'il en était presque blanc. Azadel avait pris cela comme un signe. Elibaume avait été choisi par la déesse et elle voulait se venger. Il était vraiment son fils, aucun doute n'était possible. Pendant les années qui suivirent, Elibaume ne cessa de réfléchir à la mission que la déesse lui avait assignée. Il devait l'accomplir, l'échec était impensable. Il établit un vague plan qui allait, dans un premier temps, lui permettre d'en savoir plus sur ses ennemis. Après tout, il ne connaissait presque rien d'eux. Pendant si longtemps, il avait été enfermé dans sa demeure familiale, entièrement coupé du reste de la Confédération. Quand il se sentit prêt, il quitta Azadel et ne le revit jamais. Il alla en ville et sous un faux nom, s'engagea dans l'APC. Là, il assimila tout ce dont il allait avoir besoin pour accomplir la mission de la déesse. Bien avant son arrivée, l'APC était déjà fort corrompu, les détournements d'argent et les accords secrets avec les conglomérats étaient courants. Elibaume apprit patiemment, tel un prédateur observant sa future proie pour mettre toutes les chances de son côté, et sans lui en laisser aucune. Il commença par récupérer un petit pécule pour son propre compte. La vente aux enchères des biens d'un pirate se révélait toujours l'occasion idéale pour cela. Puis il réunit un nombre important d'informations sur les conglomérats grâce à l'énorme base de données de l'APC et également grâce aux confidences qu'il arrivait à glaner çà et là. Histoire de se faire les griffes, il s'exerça au chantage en s'attaquant, pour commencer, à quelques conglomérats mineurs. Le plus dur fut de réussir à libérer Netona. Le bras droit de son père, incarcéré sur une planète prison, y pourrissait depuis 20 ans. Il savait qu'il était toujours vivant, car il avait utilisé la base de données de l'APC pour réaliser ses recherches. Il avait dépensé une partie de son pécule, tout en sollicitant ses relations pour organiser la fuite de Netona. L'homme avait beaucoup souffert durant ces années, et il jura allégeance au dernier des Lasdad avec un profond sentiment de reconnaissance. À partir de ce moment, Elibaume créa de façon officielle l'ordre nouveau. Il continuait à détourner de l'argent et à faire chanter les conglomérats, mais il s'attaquait maintenant à Kerm et aux autres grosses pointures. Il les força à racheter en Oralk, et bien que, de plein droit, les conglomérats possédaient la planète, des papiers secrets avaient été signés et le désignaient comme unique propriétaire. L'argent fut également utilisé pour construire la première base cachée autour de la 5e planète du système d'Anoralk et payer les services de quelques scientifiques peu scrupuleux. Fouiller dans les dossiers de l'APC avait permis à Elibaume de découvrir qu'au sein de la Confédération, des savants exerçant dans différents domaines s'étaient réunis pour effectuer des recherches poussées dans des technologies jugées dangereuses et immorales par les règles d'éthique en vigueur. Bien qu'à l'époque elles restaient purement théoriques, le gouvernement de la Confédération avait chargé l'APC de garder un œil sur eux. L'aubaine était trop belle pour Elibaume, qui s'était empressé de contacter le groupe de scientifiques pour leur proposer un pont d'or, tout en leur promettant une protection efficace contre l'APC. Trop heureux de pouvoir enfin s'adonner à leurs recherches en toute tranquillité, ils avaient accepté.
Elibaume tenait à utiliser une technologie supérieure à celle qui existait dans le reste de la Confédération, car il savait que cela lui donnerait un avantage supplémentaire au moment où il commencerait à frapper ouvertement. Jusqu'à présent, les scientifiques avaient obtenu de très bons résultats, largement plus élevés à ce qu'il avait espéré. Au fil du temps, la propagande autour du culte de Mijalk s'était également organisée et Elibaume finit par posséder une véritable armée infiltrée dans toutes les institutions de la Confédération. Lorsque Kerm et les autres gros conglomérats décidèrent de se réunir sur Caxido, il avait été aussitôt prévenu. Pour leur montrer qu'il ne plaisantait pas, il avait commandité l'attentat. Il était devenu fort, mais pas encore assez pour passer à l'offensive ouvertement. Les 3 cargos qui s'étaient enfuis n'étaient pas prévus dans son plan. 2 d'entre eux furent éliminés quelques heures après l'attentat. Le 3e avait déclenché une série d'événements désagréables. Maintenant, il avait découvert ces gens qui n'appartenaient pas aux organisations connues de la Confédération. Qui étaient-ils ? Il n'en savait rien, mais les rapports qu'il avait reçus se révélaient clairs sur plusieurs points. La Confédération n'avait pas conscience de leur existence, et ils maîtrisaient une technologie que même l'ordre ne possédait pas. Elibaume lâcha le visage de la femme et se releva. Le corps sans vie allongé à ses pieds allait peut-être lui apporter quelques réponses. Lorsque Netona arriva d'un pas rapide dans le hall d'entrée, Elibaume le regarda froidement. « Eh bien, lieutenant, où étiez-vous » demanda-t-il railleur. « Seigneur, j'étais en chemin vers la base, lorsqu'on m'a prévenu qu'il y avait eu un problème. »« Un problème » ironisa Elibaume. « Je me suis fait attaquer par ces gens que vous avez capturés. Ils se sont enfuis, emportant avec eux des connaissances précieuses sur ce palais et notre culte. Et vous appelez ça un simple problème ? Seigneur, on m'a informé que le vaisseau sur lequel ils ont essayé de fuir a été abattu par l'APC, informa Netona. Eh bien, s'exclama Elibaume. Voici au moins une bonne nouvelle. Malheureusement, continua Netona avec hésitation. Les scanners ont signalé qu'il n'y avait personne à bord du cargo. Quoi ? Hurla Elibaume. Je les ai vus entrer de mes propres yeux. L'APC est formel, Seigneur. Elibaume n'insista pas en se souvenant qu'il avait lu un rapport au sujet d'un homme qui avait brusquement disparu sous les yeux d'un prêtre lors d'un rite de passage. Aussi rapidement qu'il était devenu coléreux, il regagna son calme. Et c'est avec une froideur étrange qu'il jeta un dernier coup d'œil au corps de la femme et tourna les talons. « Lieutenant, emmenez cette femme à la cuve, ordonna-t-il. « Seigneur, s'exclama Netona troublé. Ne discutez pas. Oui, Seigneur. Le sas du Vinestan s'était refermé et tandis qu'Ilan courait vers le cockpit pour prendre les commandes du cargo, l'Omélie tentait de réveiller Iridris. Pendant ce temps, Palav soignait Jade en suivant les indications des médecins sur Syl. Ilan fit décoller le vaisseau, et pour échapper aux navettes de l'APC, il essaya d'imiter la façon de piloter de Nadioska. « Dépêchez-vous » s'exclama-t-il. « Je n'arriverai pas à les feinter très longtemps. Téléportez-vous au plus vite. » Iridris avait repris conscience. Émergeant lentement, elle s'assit et commença à se masser la nuque en grimaçant. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle constata qu'elle était à bord du Vinestan. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en utilisant le Naal comme à son habitude. « On t'expliquera plus tard » dit l'Omélie. « Pour le moment, téléporte-toi immédiatement sur Syl. » Iridris eut un instant d'hésitation. Elle venait de se réveiller et souhaitait en savoir un peu plus sur leur situation, mais lorsqu'elle croisa le regard de l'Omélie, elle comprit aussitôt que les circonstances actuelles n'étaient pas brillantes. Tandis qu'elle disparaissait, l'Omélie se joignit à Palav qui s'acharnait à essayer d'éliminer les effets nocifs de la drogue présente dans le sang de Jade. « Dépêchez-vous » insista Ilan. « Nous n'avons pas toute la journée. »« Nous faisons ce que nous pouvons » répondit Palav en serrant les dents sous la concentration. Jade reprenait peu à peu conscience. En ouvrant les yeux, il constata à son tour qu'il se situait dans le cargo de Nadioska. Les brusques changements de direction du Vinestan lui firent penser que la jeune femme se trouvait aux commandes. « Téléporte-toi sur Syl immédiatement » ordonna Palav. « Quoi ? Pourquoi » demanda Jade en se passant une main sur ses côtes toujours aussi douloureuses. « Ilan ne pourra pas feinter l'APC très longtemps.
Ilan, s'étonna Jade. Ce n'est pas Nad qui pilote? Non, répondit Palav en essayant de masquer le malaise qu'avait provoqué cette question. Une salve de tir vint ponctuer sa phrase, et tout le flanc gauche du cargo se déchira comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier. Les systèmes de sécurité se mirent en marche de façon automatique et condamnèrent les pièces en train de dépressuriser. Dépêchez-vous, ordonna Ilan. Mais Nad, insista Jade. Elle ne se trouve pas à bord. S'il te plaît, dépêche-toi. Sans comprendre, Jade s'exécuta et se téléporta dans le hall du palais du conseiller. Iridris était là et un médecin avait déjà commencé à l'examiner. Il sortit rapidement du cercle et s'allongea à même le sol. Ses côtes le faisaient souffrir à chacune de ses respirations. Palav et Lomélie se téléportèrent à d'autres endroits sur Syl, et Ilan fut le dernier à quitter le vaisseau. Il ordonna à l'ordinateur de bord de reprendre les commandes, puis se téléporta dans le palais du conseiller. Il ne sut pas que quelques secondes plus tard, un tir de l'APC atteignait les moteurs et réduisait le cargo en poussière. Un médecin sylien soignait Jade, et Ilan s'assit par terre à côté de son meilleur ami. Il ignorait comment lui annoncer la nouvelle. Il baissa les yeux au sol, et décida d'utiliser des mots simples et directs. « Elle est morte, dit-il. » Qui est morte demanda Jade alors qu'une partie de lui-même se doutait déjà de la réponse. Nad est morte, murmura Ilan sans quitter le sol des yeux. Toujours allongé par terre, Jade secoua la tête avec énergie. Sa gorge se serra brusquement, et il sentit un étau lui comprimer la poitrine. Il savait que cela n'avait plus rien à voir avec ses côtes blessées. C'était bien plus douloureux, et pendant quelques secondes, il refusa de croire à ce que venait de lui dire Ilan. Dans le Nahal, un étrange silence s'était fait. Jade avait l'impression que des millions d'yeux s'étaient tournés vers lui, et le regardaient avec compassion et tendresse. « Je suis désolé, reprit Ilan. C'est de ma faute, je n'ai pas été assez rapide. J'aurais dû empêcher ce garde de tirer. » Il ferma les paupières, et toujours connecté au Nahal, il se remémora toute la scène, partageant ainsi ses souvenirs avec son ami qui continuait de refuser la réalité. Lorsqu'Ilan lui montra la mort de Nadioska, Jade se déconnecta du Nahal, et se prit la tête entre les mains, cachant son visage avec ses bras. « Non, murmura-t-il. Impossible. » Le médecin avait terminé de le soigner, mais l'étau qui l'enserrait était encore plus fort et il n'arrivait plus à respirer. Lorsqu'il sentit que ses poumons réclamaient de l'air de toute urgence, il fit une longue inspiration douloureuse, tandis que des larmes se formaient dans ses yeux. Iridris se pencha au-dessus de lui, et voulut le prendre dans ses bras, mais il ne bougea pas. Toujours allongé par terre, les bras sur son visage, il se mit à pleurer sans bruit, une partie de lui refusant toujours la terrible vérité. Partageant la douleur de son meilleur ami, Iridris ne put refluer plus longtemps ses propres larmes, et se mit à pleurer à son tour, tout aussi silencieusement. Une des portes s'ouvrit, et Dvalim s'approcha sans bruit, tandis que le médecin s'éclipsait discrètement, laissant les trois Sylians à leur souffrance. « Impossible, murmura de nouveau Jade. Il s'agit de notre Céliane. » Peut-être que tout cela n'était après tout qu'une simple légende, supposa Dvalim en s'agenouillant près de son fils. « Non, dit Jade d'une voix cassée. Non, il ne s'agit pas d'une légende. » Dvalim passa une main dans les cheveux de son fils qui écarta lentement les bras, dévoilant un visage mouillé et des yeux gonflés par les larmes. Il regarda son père, et pris d'un élan incontrôlé, il se jeta dans ses bras. « Dis-le-moi, s'il te plaît, murmura Jade en sanglotant. Dis-moi que ce n'est pas qu'une légende. » Dans le Nahal régnait un calme étrange. Tous les yeux des Sylians connectés fixaient Jade, et un sentiment de profonde tristesse naquit, grossit et enveloppa toute la communauté. Au sein du silence, quelque chose commença à chanter d'une voix douce. Était-ce la mémoire du Nahal qui se lamentait? Ou bien chaque Sylian participait-il inconsciemment à la chanson? Personne ne voulut répondre à cette question et ils s'abandonnèrent volontairement, se laissant envahir par la triste mélodie qui continua encore et encore.